Chapitre 1er du bonheur de l'esclave. La MG jaune citron dérape. La jeune femme au volant l'arrête non sans impudence, descend et découvre que le pneu avant gauche est à plat. Sans perdre un instant, elle prend les mesures nécessaires pour réparer. Elle ne lâche plus du regard chaque voiture qui s'approche comme si elle attendait quelqu'un. À ce signal international standardisé, faible femme victime de la technique masculine, une voiture presque aussitôt stoppe. Le conducteur, qui a compris, console déjà. On va vous arranger ça tout de suite. Et pour confirmer qu'il est résolu à tout, demande à la jeune femme son cric. Il ne lui demande pas si elle peut elle-même changer sa roue. Elle a la trentaine, elle est vêtue à la dernière mode, bien fardée. Il sait bien qu'elle ne le peut pas. Comme elle ne trouve pas l'outil, il va chercher le sien et il apporte du coup tous ses autres. En 5 minutes, il a réglé l'affaire et arrimé la roue accidentée à la place prévue. Ses mains sont couvertes d'huile. Elle lui propose son mouchoir brodé, mais il refuse poliment. Il a toujours un vieux chiffon dans la boîte à outils pour des cas semblables. Elle le remercie avec effusion, s'excuse de sa gaucherie typiquement féminine. Sans lui, elle serait encore ici à la nuit tombante. Il ne répond rien, mais referme galamment la portière sur elle et se penche au-dessus de la vitre à demi baissée pour un dernier conseil. Faire réparer très vite le pneu endommagé. Elle l'assure qu'elle avisera le jour même son pompiste habituel. Et elle démarre. Après avoir rangé ses outils et être revenu seul à sa voiture, l'homme commence à regretter de ne pouvoir se laver les mains. Et ses souliers, qui ont souffert de la glaise humide qu'il a piétinée pour changer la roue, ne sont plus aussi propres que l'exige sa profession. Il est représentant. Et s'il veut arriver à temps chez son prochain client, il va falloir qu'il se presse. Ah, ces femmes, pense-t-il en mettant le contact. Toutes aussi faibles les unes que les autres. Sérieusement, il se demande ce qu'elle serait devenue s'il ne s'était pas arrêté. Pour rattraper son retard, il rôde vite, imprudemment, ce qui n'est pas dans ses habitudes. Quelques instants plus tard, il commence à fredonner. D'une manière ou d'une autre, il est heureux. La plupart des hommes se sont trouvés au moins une fois dans une situation semblable, de même que la plupart des femmes. C'est que, dès que l'occasion s'en présente, la femme, sans hésiter, laisse l'homme travailler pour elle, simplement parce qu'il est homme, et elle, quelque chose de différent, une femme. Celle dont nous avons fait la connaissance n'aurait pas bougé. Elle aurait attendu l'aide d'un homme parce qu'on lui a enseigné que dans le cas d'une panne d'auto, on s'adresse à un homme pour qu'il fasse la réparation et rien de plus. L'homme, au contraire, a rendu service d'une façon efficace, gratuitement, à quelqu'un qui lui est totalement étranger. Il a sali ses vêtements, compromis la conclusion d'une affaire, et il risque maintenant un accident en conduisant trop vite. En plus du changement de roue, il aurait procédé volontiers à une douzaine d'autres réparations, tout cela parce qu'à lui aussi, on le lui a appris. Et pourquoi une femme s'occuperait-elle de sa voiture quand les hommes, la moitié de l'humanité, peuvent si bien le faire et sont prêts à mettre tout leur savoir à sa disposition? Les femmes laissent les hommes travailler pour elles, penser pour elles, assumer les responsabilités qui leur incombent. Les femmes exploitent les hommes. Or, ils sont forts, intelligents, pleins d'imagination. Elles sont faibles, sottes et ne brillent pas par l'imagination. Elles sont faibles, sottes et ne brillent pas par l'imagination. Elles sont faibles, sottes et ne brillent pas par l'imagination. Comment se fait-il que les femmes exploitent les hommes et non l'inverse? La force, l'intelligence, l'imagination seraient-elles les conditions nécessaires de la servitude et non de la puissance? Le monde, loin d'être gouverné par ceux qui ont des capacités, le serait-il par celles qui ne sont bonnes qu'à cela? Et s'il en est ainsi, comment font-elles pour que les hommes ne se sentent pas trompés, mais croient au contraire être ce qu'ils sont le moins au monde, les maîtres? Comment leur instillent-elles
ce bonheur qu'ils ressentent à travailler pour elles, cette fièvre d'orgueil et de supériorité qui les incite à entreprendre des tâches toujours plus considérables, pourquoi ne démasque-t-on pas la femme ?